Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, le mot autonomie me casse un peu les oreilles. Pour vous qui me regardez et qui ne faites pas de vidéo, vous ne savez pas ce que c'est que de recevoir des pelles de commentaires de personnes pas suffisamment connectées. Au début, on est plein de bonne volonté, on essaie d'éclairer la lanterne de ces personnes dans l'obscurité. Mais au bout d'un moment, on a juste envie de les baffer. Ça prend beaucoup d'énergie à celui qui lit ces commentaires. Cette situation est en grande partie due à des incompréhensions entre nous. C'est donc normal que je reçoive des commentaires qui me sont désagréables. Pour essayer d'améliorer cette situation et pour que nous nous comprenions mieux, je dois opérer un changement de vocabulaire. Le mot autonomie est assez mal choisi pour représenter ce que je cherche à faire. Mais j'ai rien fait jusqu'à présent pour le remplacer. Maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je peux dire que le mot résilience me correspond mieux. Et ça explique aussi pourquoi je ne suis pas autonome et que je ne cherche plus à l'être. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, l'autonomie est une illusion et chercher à l'atteindre peut nous emmener sur un chemin à l'opposé de la résilience. Pour être au clair sur l'utilisation des mots, je vous propose une définition simple d'un système résilient. Alors le système, là en l'occurrence, c'est disons notre famille. Quand on exerce une pression ou un stress sur un système résilient, une fois la pression ou le stress levé, ce système revient à sa position d'origine. Exemple, l'été caniculaire a mis une forte pression sur nos potagers. Ceux qui avaient fait des réserves d'eau ont pu arroser leur culture et encaisser la période de sécheresse. Ceux qui n'avaient pas de réserve ont laissé leur culture mourir de soif. Une fois la canicule passée, le potager de ceux qui avaient des réserves a continué de se développer. L'exemple du potager illustre ma quête de résilience. Je cherche à rendre mon système famille de plus en plus solide et résistant face au choc. Ce chemin peut m'amener à faire l'opposé de ce que le concept d'autonomie pourrait recommander. Dans le petit monde de l'autonomie, il paraît évident pour tout le monde de faire un potager et de chercher à produire la plus grande partie de sa nourriture. Mais cette recherche peut nous rendre fragiles et moins aptes à encaisser les chocs. Tous ceux qui s'y sont vraiment confrontés seront d'accord pour dire que vouloir produire sa nourriture prend un temps et une énergie considérable pour un maigre retour, surtout en termes de calories. Pendant qu'on s'échine à produire sa nourriture, on ne peut pas penser et travailler à rendre notre système famille plus résistant. C'est pour cette raison que cette année, j'ai clairement délaissé le potager. J'y ai consacré le minimum de temps. Surtout que je n'avais pas fini mon système d'irrigation. Alors, il n'était pas question pour moi de passer des heures à arroser le potager pour produire 3 tomates. Dans ma conception d'un système résilient, la production de nourriture n'est pas prioritaire. Il est bien plus efficace aujourd'hui, d'acheter sa nourriture et de la stocker. Comme l'eau, il faut faire des réserves de nourriture. Et quand je parle de nourriture, je parle de calories. En gros, il faut stocker du riz, des pâtes, des légumineuses, des céréales, des fruits à coque, des fruits secs. Enfin, je ne vais pas vous dresser la liste, je pense que vous avez compris le principe. Stocker ce qui nourrit et se conserve longtemps sans se dégrader. Un facteur qui rend une famille résiliente, à mon sens, c'est son potentiel à produire beaucoup en y passant le moins de temps possible. Et produire, ça ne veut pas dire uniquement produire de la nourriture, ça peut être des services ou des biens de consommation essentiels. Mais toujours, bien sûr, en visant le bas de la pyramide de Maslow. Il faut donc se mettre en capacité de produire beaucoup et facilement. Alors pour rester dans l'exemple du potager, étant donné que mon irrigation n'était pas en place, je n'avais pas la capacité de produire des légumes facilement, alors que je ne cherche pas à le faire. Je ne cultive que les zones qui me demandent le minimum de travail, ce qui me libère du temps pour mettre en place d'autres outils de production comme les champignons et les truites. On sait qu'un facteur de la résilience, c'est la capacité de produire beaucoup et simplement. Seulement pour produire, il faut des outils. Et j'ai pas besoin de vous expliquer que développer ou acheter des outils coûte cher. Il me paraît donc important d'avoir des outils de base simples et polyvalents, c'est-à-dire convertibles. Prenons un exemple. Pour produire mes champignons, j'ai besoin d'une chambre de fructification. C'est ce qu'il y a derrière moi. C'est un outil comme un autre. Cette chambre est une pièce dont je peux contrôler notamment le niveau d'humidité. Si mon activité de champignon capote ou n'est pas assez rentable, je pourrais transformer facilement cette pièce pour lui donner une autre destination.
Pareil pour la table inox qui va me servir à produire le mycélium. Ça devient un peu plus complexe pour la hotte à flux laminaire, qui est constituée d'un gros ventilateur et d'un filtre. Mais j'imagine pouvoir utiliser ce ventilateur dans une serre. Bref, avant d'investir dans des outils très spécifiques, il vaut mieux tester la production que vous envisagez. Vous voulez produire du miel? Ok, testez avec une ruche ou deux et avec le minimum d'équipement. Ce principe reste valable pour tout. Avant d'investir gros dans un projet ou une activité que vous ne maîtrisez pas bien, alors testez et faites-vous la main. Les outils en général sont des éléments contribuant à renforcer notre résilience et il faut les acquérir en partant des outils les moins spécifiques pour aller vers les outils les plus spécifiques. Ce sujet de l'outillage et de l'atelier est un sujet important dans la résilience, mais j'en parlerai pas plus dans cette vidéo, il y a trop à dire. Si vous regardez cette vidéo, c'est que l'algorithme vous connaît et vous la propose, et donc vous êtes familiarisé avec l'idée que demain sera plus difficile qu'aujourd'hui. Notre système monde est fragile, il n'a pas été pensé pour être résilient. Il marche en flux tendu. Il me paraît évident que nous allons devoir encaisser des chocs plus ou moins forts dans les années à venir. Cet été caniculaire, on est un peu un avant-goût. Mais les chocs à venir nous attendent dans beaucoup de domaines et pas uniquement du côté climatique. Il y a un choc qui nous pend au nez et dont la force pourrait bien faire trembler le monde entier, c'est le choc économique. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte dans le projet de rendre sa famille plus résiliente. Sur quelle économie repose votre résilience? Sur le RSA? Sur la retraite? Sur les dons Tipeee? Sur un salaire? Sur un service ou un produit que vous vendez? Selon vous, parmi les exemples que je viens de citer, quelle option est la plus résiliente? Il me paraît plus sûr de produire ou de proposer une valeur susceptible d'être échangée contre autre chose. Et comme pour les outils, je pense que cette proposition doit être simple et non spécifique. Ils sont peu spécialisés. Disons que c'est plus résilient de vendre de la nourriture que de la manucure. En cas de choc, il y a plus de chances que l'on se passe d'un soin des ongles que de manger. Dans le petit monde de l'autonomie sur YouTube, qui ne représente certainement pas très bien tout ce qui peut se faire hors caméra, on entend très peu parler d'économie, comme si on pouvait être autonome sans jamais se confronter à l'argent, alors que l'argent est le moteur principal de l'autonomie. Dans une large proportion de l'audience autonomie, l'argent c'est moche, c'est sale, c'est tabou, bref c'est pas un sujet agréable. Alors il est possible que je perde une part importante de mon audience car l'argent est un sujet important dans ma recherche de résilience. Pour progresser en résilience économique, il faut la chercher ailleurs que chez ceux qui parlent d'autonomie. C'est pour cela que je suis abonné à des chaînes qui parlent entreprise, qui parlent de crypto-monnaie, qui parlent d'économie globale et de politique. Alors on est bien loin des tutos potagers. Je me suis engagé sur le chemin de l'autonomie sur YouTube avec un niveau très bas. Et avec le recul et le temps, je me rends compte que je suis bien plus proche du concept de la résilience, voire de l'antifragilité. Alors j'ai découvert le concept de l'antifragilité il y a un moment avec Raj de la chaîne Autodisciple, mais je l'ai oublié et c'est un abonné qui me l'a rappelé récemment. L'antifragilité, c'est un upgrade de la résilience. Quand on applique une pression à un système, non seulement il encaisse et reprend sa forme initiale, mais en plus il se renforce, tout comme le muscle que l'on entraîne avec des haltères. Je suis encore trop débutant dans ce concept de l'antifragilité pour vous dire comment rendre votre famille antifragile. Mais maintenant, je cherche à intégrer cette notion dans l'aménagement de mon terrain et dans toutes les facettes de la vie. Reprenons l'exemple de l'eau. Cet été, mes réserves de 30 000 litres ont été vidées et j'ai dû utiliser l'eau du réseau. Mon système a encaissé une partie du choc, mais pas totalement. Sans le réseau, mon potager aurait séché. Cette canicule a mis en évidence la limite de mon installation. Alors, on pourrait dire que c'est un été exceptionnel et que ça arrivera que très rarement. C'est peut-être vrai, mais je vais quand même chercher une solution pour remplir ma cuve sans le réseau. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais étudier la possibilité d'utiliser les petites sources autour de chez moi et je vais augmenter mes réserves en bâchant la mare que j'ai creusée. Pour devenir antifragile dans le domaine de l'eau, il ne faut pas s'arrêter là. Je commence à sensibiliser mes voisins sur la nécessité d'avoir une réserve commune.
Pour prendre un autre exemple, je vais vous parler d'antifragilité économique. Je crois que finalement c'est le sujet qui me sollicite le plus. Alors j'ai pas de recette miracle à vous proposer, il n'y en a pas. Je vous propose de partager mes réflexions et actions que je mets en place pour essayer, dans un premier temps, d'être plus résilient et peut-être antifragile. Si vous avez un peu de sous de côté, je parle de petites épargnes, hein, pas de gros capitaux. Alors c'est difficile hein, de donner un chiffre, mais je vais quand même le faire. Disons moins de 50 000 €. Ne perdez pas votre temps avec la bourse ou les crypto-monnaies. Cet argent sera beaucoup mieux rentabilisé en créant une activité, surtout si vous êtes salarié. En parallèle de ce travail, commencez à penser et à investir dans une activité complémentaire dans un premier temps, mais apte à remplacer votre CDI ou CDD en cas de nécessité. Si vous n'avez pas d'argent de côté et que vous touchez les minima sociaux, remerciez le ciel que le RSA existe et prenez toutes les aides que vous pouvez grappiller à droite à gauche. Économisez sur le poste du logement en vous regroupant dans un habitat collectif et concentrez tous vos efforts sur la création de votre activité. Si vous êtes déjà à votre compte, travaillez à rendre cette activité plus simple et plus rentable et commencez à mettre en place une porte de sortie avec soit une autre activité, soit un nouveau service ou produit que vous pourriez proposer. Alors, en relisant mon script, oui, j'écris mes vidéos et je lis un texte. En fait, je suis un très mauvais orateur, sans support, et ni même avec d'ailleurs. Bref, en me relisant, je trouve que c'est un peu péremptoire, les conseils que je vous donne. Ce que je vous partage, c'est ce que je ferai pour moi. Alors sûrement qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas entendre parler d'entreprise et qui se sentent mieux en tant que salarié. Et c'est ok, hein, je pense qu'il y a aussi une voie de l'antifragilité pour le salarié. Mais c'est pas moi qui pourrais vous en parler. Moi je suis convaincu qu'il faut créer son activité et que c'est plus sécurisant que de dépendre d'un patron. Mais pour autant, le patron, il a besoin aussi de salariés. Le monde de demain risque de nous secouer très fort. Alors on a tous besoin les uns des autres, patrons et salariés. Tout en travaillant sur notre antifragilité personnelle, on doit garder à l'esprit qu'elle n'est possible qu'après l'antifragilité collective. Si le collectif s'effondre, il y a peu de chances que l'individu ne s'effondre pas aussi. À tous les abonnés de ma chaîne qui se sont inscrits au début quand je parlais uniquement de potager, je suis désolé. Je vais continuer à parler de potager, mais comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, c'est un sujet moins présent. Le potager fait partie de la résilience et de l'antifragilité, et les méthodes pour le faire peuvent s'écarter, au moins le temps de la transition, de ce que nous recommande la permaculture. Mon potager a pour mission aujourd'hui d'être antifragile. À bientôt!